Alors, nous avons toujours des bonnes surprises sur TV Agri. L'an passé, on avait Grishka Bogdanov qui était venu ici nous parler d'agriculture. Ben, cette année, c'est Igor. Bonjour Igor. Bonjour. Alors, très heureux de vous accueillir ici sur le plateau TV Agri. Alors, j'ai une première question tournée autour de l'agriculture. Alors, c'est vrai que vous, l'agriculture, vous connaissez bien. Oui, on connaît bien l'agriculture, Grishka et moi, parce que nous sommes nés dans une terre agricole, dans le Gers, en Gascogne, que là-bas, donc évidemment, nous avons côtoyé les paysans, leurs pratiques, leur travail, pendant toute notre enfance, toute notre adolescence. Donc, je pense que toutes les saisons de l'agriculture, on les connaît, depuis les labours jusqu'aux semailles et évidemment aux récoltes. Alors, vous avez une vision moderniste de l'agriculture, vous venez futur, vous exercez un métier tourné vers le futur, le lointain, ou vous avez une vision passéiste? Bon, alors, je dirais que les deux, mon général. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux agricultures. Il y a une agriculture qu'on connaît, qui est représentée ici au Salon de l'agriculture par exemple, ces engins extraordinaires, cette moissonneuse-batteuse qui est là, devant moi, ou bien ces tracteurs absolument colossaux. Ça, c'est l'agriculture industrielle. Et puis, il y a une agriculture qui est évidemment héritée du passé, qui est l'agriculture des petits gestes, qui est l'agriculture attentive à telle ou telle plante, qui est une agriculture aussi attentive à une pratique ancienne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique. Mais comme on le disait tout à l'heure en aparté, les paysans d'autrefois faisaient de l'agriculture biologique sans le savoir, sans en avoir le titre. Aujourd'hui, on retrouve des gestes anciens, on retrouve des pratiques anciennes. Par exemple, les fumures pour les agriculteurs qui s'intéressent à l'agriculture biologique, c'est-à-dire en fait utiliser du fumier animal au lieu de nitrate ou d'engrais. Ça, c'est une pratique que les anciens paysans connaissaient très bien. En fait, ça me permet de faire une distinction entre les paysans et les agriculteurs. C'est pas moi qui l'a fait, c'est un sociologue du nom de Henri Mendras. Henri Mendras, finalement, a désigné cette distinction en disant ceci. Être paysan, c'était un état. Je suis paysan, je nais paysan et je traverse toute ma vie dans cet état de paysan. Être agriculteur, ce n'est pas un état, c'est une fonction, c'est un métier. Et ça, c'est tout à fait différent. Ce métier, finalement, c'est l'agriculture industrielle, c'est l'agriculture à grande échelle. L'état de paysan, bon, aujourd'hui, voilà, il est hérité du passé, celui-là. On le regarde avec un peu de nostalgie, bien sûr. On se souvient de ces vieux paysans qui avaient un geste hérité de leurs ancêtres, etc. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il faut évidemment être tourné vers l'avenir. Mais, alors je vais faire une petite boutade. Allez-y. Je dirais, la petite boutade, c'est qu'il faut se souvenir de l'avenir. C'est paradoxal de se souvenir de l'avenir. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier finalement que l'agriculture, c'est aussi un héritage. Alors l'agriculture souffre aujourd'hui, vous le voyez, les éleveurs sont en difficulté. On a reçu Monsieur Dreyfus, comédien ici, qui est venu soutenir les éleveurs de porc. Ça vous touche? Complètement, parce que finalement, tous les voisins avec lesquels nous avons vécu, avec lesquels nous avons grandi, avec lesquels nous avons été à l'école communale, voilà, ils souffrent aujourd'hui. Évidemment que nous partageons leur souffrance, évidemment que nous les soutenons. Pour nous, l'agriculture, c'est véritablement, comment dire, c'est le retour à nos propres racines. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit à travers la modernité ce que, d'une manière générale, on pourrait désigner sous le nom de malaise de modernité. Le malaise, c'est quoi? C'est de faire de sa vie une vie hors sol. Une vie hors sol. Les agriculteurs ne peuvent pas travailler hors sol. On doit être en contact avec la terre, avec les préoccupations de tous les jours, avec les problèmes, évidemment, de tous les jours qu'on doit résoudre. Bon, évidemment qu'on les soutient. Alors, vous êtes scientifique, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. J'accueillerai dimanche Pierre Bénétruy, un autre cosmologue. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, vous l'avez vu certainement dans les médias, on a démontré qu'Einstein avait vu juste, avait bien su prédire, en fait, quelque chose qu'on vient juste de vérifier, parce qu'il y a deux trous noirs qui s'entrechoquent à l'autre bout de l'univers. Expliquez-nous. Bon, alors, tout le monde a entendu parler des trous noirs. Alors, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous savez ce que c'est que les trous noirs. Les trous noirs, c'est quoi? Eh bien, c'est l'aboutissement ultime de la vie d'une étoile. Une étoile massive, plus massive que notre Soleil, lorsque elle arrive à épuiser son quota de carburant. Le carburant, c'est quoi? C'est de l'hydrogène. Eh bien, quand il n'y a plus d'hydrogène et que les éléments deviennent de plus en plus lourds à l'intérieur de l'étoile, eh bien, elle s'effondre. Et elle s'effondre jusqu'à un point qui est infinitésimal, jusqu'à devenir de plus en plus petit. Et ce point, finalement, il échappe à l'espace-temps et
Et finalement, ça ressemble à une espèce d'entonnoir dans lequel toute la matière résiduelle de l'étoile, mais même des objets environnants, va s'engouffrer. C'est ça, un trou noir. On ne le voit plus parce que même la lumière, même les photons qui sont des grains de lumière, ne peuvent pas s'échapper de ce puits gravitationnel. Or, en effet, Einstein avait raison parce qu'il a prédit ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une onde? Une onde, c'est si on avait ici une surface avec de l'eau, je jette un caillou dans l'eau, ça fait une onde. Hein, ça fait des espèces de plis comme ça à la surface de l'eau. Eh bien, Einstein avait prédit que l'espace-temps, c'est un petit peu la même chose. Des objets massifs, comme le sont les trous noirs, eh bien, ça fait des rides à la surface de l'espace-temps. Et ce sont ces rides qu'on a réussi aujourd'hui à détecter grâce à des systèmes extrêmement performants, extrêmement fins, qui permettent de déceler les déformations de ce qu'on appelle l'espace-temps. Hein, nous vivons dans l'espace-temps. L'espace-temps est élastique d'une certaine manière, un petit peu comme la surface de l'eau. Eh bien, c'est cette élasticité-là, cette déformation que les systèmes de mesure aujourd'hui ont permis de déceler, donnant raison à Einstein. Alors, on a une petite vidéo, on a demandé dans les allées, justement, on vous recevait, on vous a posé une question image. Il y a quelque temps, il me semble qu'ils animaient une petite émission qui démarrait Temps X. Ça nous rappelle quelques souvenirs. Alors je ne sais pas s'ils seront habillés de la même façon que leur petite tenue de cosmonaute. Donc si toutefois dans leur petite soucoupe avec quelques effets spéciaux des années 80, ils voulaient emmener les Agnelles juste pour une petite balade spatiale avant le Big Bang qu'on ne les retrouve plus, qui passent nous voir et faire un petit coucou aux animaux dans le hall 1. Oui, absolument. Voilà. On va leur suggérer en effet de faire un petit tour sur la Terre et de faire un clin d'œil qui permettra peut-être à ce monde agricole qui souffre de trouver des solutions. Peut-être que les solutions viendront d'en haut finalement. Non, sérieusement, en effet, les chances pour que la vie se soit développée de manière intelligente ailleurs que sur la Terre sont absolument gigantesques. Nous ne sommes pas les seuls. Ce qui s'est passé sur la Terre il y a 3 milliards et 800 millions d'années, au moment où les premières cellules vivantes sont apparues, eh bien, ce phénomène, c'est-à-dire l'émergence de la vie, s'est produit partout dans l'univers pour peu que les conditions astronomiques chimiques soient réunies. C'est-à-dire il faut un soleil, pas trop gros, pas trop petit, il faut une planète solide à la surface de laquelle il y a de l'eau. À ce moment-là, s'il est à la bonne distance de son soleil, la vie va démarrer. C'est inscrit dans les lois de l'univers. Mais vous êtes incroyable. Et plusieurs générations vous ont suivi à l'époque de Temps X. Là, maintenant, je vous vois, et Cyril Hanouna. Vous êtes présent sur toutes les générations. Comment vous faites pour vous remettre en cause tout le temps? C'est parce qu'on est deux, Grishka et moi. Non, mais franchement, je crois que ça joue énormément et ça nous permet justement de traverser à la fois les univers, les circonstances, les âges, de passer de Temps X à Hanouna. En effet, je crois que la gémellité, c'est un apprentissage à la polysémie. Bon. Alors, on peut vous retrouver aussi au théâtre ou au théâtre du Gymnase? Ah oui, au théâtre du Gymnase où nous avons donc monté une pièce qui est en réalité tournée vers l'aventure du Big Bang. Vous savez que le Big Bang, c'est notre grande affaire. D'où venons-nous? C'est la grande question. La grande question qu'on peut se poser comme ça individuellement, mais d'où vient le monde? Et aujourd'hui, nous disposons à travers des savants qui ont permis, grâce à leur travail et à leur génie, d'élaborer des réponses, de nous proposer des réponses. Eh bien, nous disposons aujourd'hui d'une sorte de panorama de ce qu'est l'origine de l'univers. Ça, c'est fascinant. Et c'est ce que nous mettons en scène de manière amusante. Quand je dis de manière amusante, c'est-à-dire qu'il faut divertir, n'est-ce pas? On vient au théâtre aussi pour se divertir et pas seulement pour apprendre. Mais c'est ce que disait La Fontaine, divertir pour apprendre. Et ça me rappelle d'ailleurs une autre phrase qui est tirée de Bergson, un autre grand philosophe, Bergson, qui a dit que le rire est le plus court chemin vers le mystère du monde. Voilà. Alors, donc c'est le mystère du monde que nous explorons ensemble dans cette pièce qui s'appelle Big Bang. Alors si on n'est pas encore sûr d'où on vient, dans tous les cas, moi ce que je sais, c'est que vous allez aller en province faire tourner la pièce. Oui, on va aller
On va aller bien sûr dans les grandes villes de France, mais on va aller aussi dans les petites villes. Mon rêve, c'est de se produire sur la place du village. Bon. Ce Ça serait bien dans tous les villages de France. Et oui, Voilà. dans tous les villages de France. Igor, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis.